Salut tout le monde, alors je vous fais une petite intro avant de vous lancer le reportage. Je vous l'avais annoncé, je voulais le mettre en ligne, je ne savais pas quand, comment, c'est l'occasion. J'ai eu un piratage, voilà, juste pile dans les 11 ans de la création de la chaîne. Et je voulais absolument que ce reportage puisse être mis en ligne. Ça aurait été dommage de ne pas pouvoir le mettre en ligne. Si j'avais perdu la chaîne principale Agriculteur d'aujourd'hui, ça aurait vraiment été la cata. Donc je suis super content de l'avoir retrouvé. Et donc je vous offre ce reportage, voilà, que certains ont vu. On a fait des diffusions en public. On a fait, voilà, certains l'ont acheté en DVD. Certains l'ont vu aussi à une occasion où j'avais fait un live dessus. Mais beaucoup de monde ne l'a pas forcément vu. Donc allez le voir. C'est tout simplement le reportage que j'ai fait en parallèle avec le livre Dans les bottes de ceux qui nous nourrissent. 10 agriculteurs, agricultrices que j'ai été visiter, voir. Alors dedans, il y a des superstars, hein. Il y a Etienne, agri-youtubeur, il y a Gaël, il y a, que je dise pas de bêtises, il y a Gilles, il y a Émilie et Benjamin, et puis d'autres qui sont moins connus aussi. Voilà, mais en tout cas que vous allez voir et apprécier parce qu'il y a des super réflexions, il y a des super trucs intéressants. Vous pourrez utiliser ce reportage aussi pour le diffuser à vos amis, à vos collègues, à ceux qui ne connaissent pas l'agriculture pour en faire la communication. Voilà, dans les bottes de ceux qui nous nourrissent, je pense que c'est important. Bon, ça y est, le papier, il s'envole. C'est pas grave. Voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit, il va y avoir plein de trucs qui vont arriver ces prochains jours, ces prochains mois. On va relancer la chaîne. Voilà. En tout cas, je vous remercie de me suivre. Profitez bien de ce reportage et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à le partager et à vous abonner à la chaîne. Ça m'aidera à relancer la chaîne. Et voilà, j'espère qu'il va vous plaire. N'hésitez pas à mettre des commentaires et des questions. Surtout, allez-y. Allez, bisous, je lance. Tout le monde aime manger de la nourriture saine et locale de nos jours. Et aussi profiter de nos magnifiques paysages. Et pourtant, nous agriculteurs, sommes tourmentés. Des pesticides épandus à quelques mètres des habitations, voilà ce que des maires ne veulent plus voir. Certains sont même prêts au bras de fer avec l'État au nom de la santé de leurs administrés. Ce que nous avons découvert est terrifiant, avec des animaux battus à coups de poing, de pied, anéantis, frappés, traînés par la tête ou par les pieds. Une cruauté intolérable. Ce genre de comportement est très habituel. Dès qu'on critique aujourd'hui un peu justement le développement effréné de l'agriculture, hop, agribashing. Eh bien oui, et alors, on n'a pas le droit de critiquer. L'agriculture française, pour moi, n'est pas celle décrite dans ces reportages. Face à ces injonctions, ces accusations, allant même jusqu'aux agressions, comment nous, agriculteurs, pouvons-nous exercer sereinement notre profession? Serions-nous des bourreaux, des pollueurs, inconscients du dérèglement climatique? Serions-nous des méchants ou des gentils selon nos pratiques? Sommes-nous des pantins subissant le diktat de firmes mondiales? Face à ces critiques, le monde agricole souffre. Et aujourd'hui, il y a une chose qui m'horripile, c'est d'entendre des groupes écologistes ou des associations comme ça qui sont très militantes, qui oublient que les seuls à faire de la vraie écologie, c'est les agriculteurs. Il y a des gens qui sont venus me gronder parce qu'ils étaient sur leur terrasse et puis ils avaient mal à la gorge, etc. Alors que le vrai problème est psychologique. Il est parce que les médias baratinent les citoyens, comme quoi les agriculteurs sont des pollueurs et qui mettent que des produits nocifs. On est sur le sentimental et on part dans des dérives sur ces sujets-là qui sont folles, quoi. Enfin, je veux dire, politiquement, les politiques prennent des décisions qui sont complètement folles, quoi. Oui, c'est vrai que faut le dire, c'est pas facile à dire, mais faut le dire, les médias des fois font beaucoup de mal. Surtout dans le moral. Enfin, c'est toujours compliqué d'être moqué sur un métier qu'on apprécie, qu'on aime, et d'être rabaissé à un niveau vraiment très bas, alors que je pense qu'il n'y a aucun métier qui mérite d'être rabaissé à ce niveau-là, quoi. Mais c'était des moqueries à répétition tous les jours la même chose, quoi. Donc ouais, c'était du harcèlement. Moi, ça m'a pourri une partie de ma vie dans le sens où aller en 4e cette année-là, aller en classe, c'était une horreur, quoi. Comme pour n'importe quel parent, apprendre ce qu'avait subi Émilien cette année-là a été vraiment très douloureux. Après quelques années à expliquer mon quotidien sur les réseaux sociaux, c'est en allant à la rencontre de 10 agriculteurs et agricultrices à travers la France
que je vais tenter de vous faire comprendre ce qu'est notre réalité d'agriculteur, ou plutôt nos réalités, car il existe autant d'agriculture que d'agriculteurs. Après le livre du même nom, je vous invite à m'accompagner et vous aussi vous immerger, grâce à ce reportage, dans les bottes de ceux qui nous nourrissent. Si nous sommes toujours fiers de notre rôle d'agriculteur, le sentiment d'abandon se fait parfois ressentir. Par du harcèlement, comme l'a subi mon garçon à l'école, dans notre quotidien d'agriculteur, mais aussi par les communications de certains médias, comme nous l'explique Théo. Honnêtement, le plus difficile, c'est quand on voit ce que certains médias peuvent, l'image que certains médias peuvent transmettre de l'agriculture. Quand on voit que, du coup, c'est des journalistes qui parlent de l'agriculture sans avoir l'avis des agriculteurs et qui, surtout, est-ce que c'est pour des raisons politiques ou quoi, qui transmettent une image qui est parfois fausse, ça c'est le plus mal. Parce qu'après, les gens assimilent ça, ils croient ces informations, et puis après, c'est nous qui trinquons. Alors que, pour donner une anecdote, l'autre jour, il y a 3 amis qui sont venus sur la ferme, dont une qui est végétarienne. Et puis en fait, quand elles sont ressorties de la ferme, elles avaient le sourire parce qu'elles voyaient que les bêtes étaient vachement bien et que c'était très loin de ce qu'on pouvait montrer, ou en tout cas très loin de ce qu'elles pouvaient imaginer, de ce qu'elles avaient entendu. Aujourd'hui, je pense que ça pourrait toujours arriver à peut-être mon fils qui, dans 15 ans, irait dans un collège de ville, avec tout ce qui peut se passer sur les médias, sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut voir avec différentes associations qui balancent des données qui sont fausses ou alors pas assez étudiées pour pouvoir balancer des choses comme ça. Donc, et là, c'est encore plus virulent, je dirais, par rapport à ce que moi, c'était. En étant dans le champ de tomates, ça me rappelle que l'année dernière, on avait parlé d'un petit souci que tu avais eu avec des riverains. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'était passé? Ah exact, ouais, j'avais fait un traitement sur mes tomates, pourtant un traitement qui était totalement bio. C'était du Delphin, donc un produit qui est en fait une bactérie que j'applique sur le feuillage. Parce que sur la tomate, on arrive à avoir des attaques de noctuelle. Alors cette année, j'en ai pas beaucoup, je pense que je peux pas vous en montrer. Mais la noctuelle, c'est un papillon qui pond ses œufs. Et la chenille va percer le fruit. En fait, le fruit va se trouver avec un trou à l'intérieur et il va pourrir. Donc on applique une bactérie et lorsque cette chenille va ingérer la bactérie, ça va dérégler son système digestif et la chenille va mourir. Donc on va stopper l'attaque de noctuelle. L'année dernière, j'applique le Delphin le soir, quand il n'y avait pas de vent pour qu'il soit le mieux appliqué possible. Et en effet, ça a une petite odeur. Il y a des gens qui sont venus me gronder parce qu'ils étaient sur leur terrasse et puis ils avaient mal à la gorge, etc. Alors que le vrai problème est psychologique. Il est parce que les médias baratinent les citoyens, comme quoi les agriculteurs sont des pollueurs et qui mettent que des produits nocifs, alors que pas forcément. Si Gaël, producteur bio, subit cela, que dire de notre ressenti sur les sujets les plus brûlants? Alors la croisade contre le glyphosate, je pense qu'elle est identique, enfin dans le style, à la croisade anti-élevage. Voilà, c'est vrai qu'on le voit bien sur les réseaux sociaux, aussi bien Twitter, Instagram, YouTube, quand on en parle, que ces deux, entre guillemets, deux phénomènes-là de glyphosate et bien-être animal, on se déconnecte de la réalité en fait. C'est plus savoir si scientifiquement ou bien-être animal, enfin, ou zoologiquement, on va dire, c'est bien ou c'est pas bien, quoi. C'est-à-dire qu'on est passé à un stade où on est dans l'émotionnel, en fait. Et on n'a plus du tout cette notion de scientifique, de rattacher vraiment à la terre ou aux animaux. Et le fait de s'être décroché complètement des notions scientifiques, on est sur le sentimental. Et on part dans des dérives sur ces sujets-là qui sont folles, quoi. Enfin, je veux dire, politiquement, les politiques prennent des décisions qui sont complètement folles, quoi. Je vois les néonicotinoïdes, on est revenu en arrière parce que quand ils l'ont interdit, voilà, on s'est rendu compte que aussi bien financièrement que agronomiquement pour les plantes, c'était catastrophique, quoi. Donc heureusement, ils sont revenus en arrière, mais ça, c'est de l'idéologie, pour le coup écologique, qui est complètement folle, quoi. Sans prendre en compte nos contraintes, l'idéologie aurait-elle pris le pas sur la science? Certaines décisions politiques nous semblent parfois manquer de pragmatisme.
Commençons par essayer de comprendre comment cette fracture entre les citoyens et nous s'est créée. Qui en est responsable ? Avons-nous abandonné notre communication à des personnes ignorant la réalité de notre métier ? C'est évident qu'on n'a jamais su communiquer avant, donc on a laissé, en fait, on nous a demandé de produire de la nourriture. Et on a laissé à ceux qui, entre guillemets, vendaient notre nourriture, donc l'agro-industrie, la viande, le lait, tout ça, on leur a laissé montrer l'image de l'agriculture, en fait. Et pour vendre leurs produits, ils ont montré une image qui n'était pas réelle, en fait. Ils ont montré l'image d'Épinal, le gars qui traite à la main, ou le gars qui est dans son champ avec son cheval, qui laboure, enfin, des trucs complètement absurdes. Mais on a toujours voulu faire croire aux gens que l'agriculture c'était un peu entre guillemets le bouseux et que ça venait du paysan du coin, quoi. En gros c'est ça, quoi. Et les gens ont gardé pendant des années et des décennies cette image un peu d'Épinal de l'agriculture. Et puis voilà, depuis une dizaine d'années, les gens ont voulu comprendre ce qu'ils mangeaient et ils se sont rendus compte en cherchant un petit peu que l'agriculture c'est pas du tout ce qu'ils imaginaient. Et ça c'était très violent pour eux parce que cette image que faisaient les publicités de nos produits était complètement déconnecté de ce qu'il y avait réellement sur les fermes. Et ça, c'était très violent pour le consommateur. Et c'est là, peut-être qu'on n'a pas été assez bon, où il aurait fallu qu'on communique plus tôt sur nos pratiques et sur l'évolution de l'agriculture. Mais il n'y avait pas cette notion, comme on connaît aujourd'hui, d'origine de son alimentation. Voilà, les gens, le consommateur ne cherchait pas absolument à savoir d'où ça venait. Et aujourd'hui, il cherche à savoir d'où ça vient. Et c'est légitime, hein, je ne critique pas ça. Mais nous, on n'a pas su s'adapter à cette demande-là de montrer plus d'agriculture. On l'a laissé faire aux autres, on s'est contenté de produire. Et on se rend compte aujourd'hui que produire, c'est pas suffisant, il faut aussi qu'on montre ce qu'on produit. Et voilà. Mais alors, si l'agriculture n'est pas celle souvent représentée, quelle est-elle ? Écoutons Rémi définir son métier. Moi, mon métier de cultivateur, c'est de planter des plantes qui pompent du dioxyde de carbone, qui captent la lumière, qui utilisent de l'eau pour stocker de l'énergie à travers des graines ou des racines. Et après, ces graines et ces racines, soit ça va dans l'alimentation humaine, soit ça va dans l'alimentation humaine en passant par l'alimentation de l'animal, qui permet de stocker en fait de l'alimentation. Un animal, ça stocke de l'alimentation qu'on peut manger plus tard. Ou alimenter nos machines en énergie. Quand j'ai commencé de la betterave il y a 12 ans, j'ai pas fait du sucre pour l'alimentation humaine. J'ai fourni à l'usine des betteraves qui ont permis de fournir de l'alcool sur fin, aujourd'hui du gel hydroalcoolique, de l'alcool sur fin pour les cosmétiques, du biocarburant éthanol pour mettre dans nos voitures à essence. Et puis une fois qu'on a pressé la betterave, qu'on a ressorti le saccharose, il reste des pulpes qui vont dans l'alimentation animale. Il reste de la vinasse qui retourne dans nos champs ou qui passent dans un méthaniseur pour faire l'électricité, pour faire marcher la sucrerie, ou qui reviennent, et après ces jus de méthaniseur reviennent dans nos champs, parce que c'est des éléments minéraux qu'on a besoin pour produire d'autres cultures. Cette définition donne déjà un très large aperçu de notre activité. On pourrait la compléter par beaucoup d'autres, tant les agricultures sont multiples. Demandons maintenant à Étienne de nous décrire son quotidien. Si j'ai fait ce métier-là, c'est aussi pour être mon patron, donc pouvoir m'organiser comme je veux et pouvoir faire ce que je veux, évidemment, ça c'est sûr. C'est vrai qu'on a la chance, pour moi c'est une chance, de toucher à tout, quoi. De faire de l'électricité, de la plomberie, de soigner les vaches avec des médicaments, leur donner à manger. Donc on est véto, on est éleveur, on est plombier, on est électricien, on est agronome aussi parce qu'on fait des cultures, donc on conduit des tracteurs, on est conducteur d'engins, on est comptable aussi. On touche à un domaine extrêmement large, même si notre spécialité, pour moi, c'est l'élevage laitier. Mais on touche tellement de choses que c'est passionnant. Effectivement, en fait, les vendanges, comme toi par exemple pour les moissons, je pense que c'est les meilleurs moments qu'on peut avoir parce que tout simplement, c'est le fruit de 11 mois de travail qui sont ramassés en un mois au final. Par exemple, pour l'année 2015, 2015. On a fait la plus grosse récolte de toute notre carrière à nous de viticulteurs. On n'a pas fini encore. On a travaillé comme des fous. On n'arrêtait pas. On travaillait le jour et la nuit. À ce moment-là, on avait la cave. La nuit, je faisais les saignées pour faire couler, etc. et tout. En fait, on a travaillé comme des malades. Le résultat, il y était. La qualité, elle y était. Le rendement, il y était. On était 4 à travailler dans la cave. Ouais.
Bon, à la fin, je crois qu'on ne pouvait plus voir un grain de raisin. Mais voilà, c'est ça, ou quand on fait la fin des vendages, où on fait un bon repas entre nous, on fait la paella avec des employés, avec des copains et tout ça. Bon ben voilà, ça fait partie des super moments de notre métier, quoi. Oui. Voilà, pour moi, c'est les meilleurs moments, quoi. Sur Twitter, tu aimes bien utiliser le hashtag AgriPapa. C'est important pour toi d'être aussi avec ta famille et puis d'être avec les enfants? Ouais, ah oui, je suis très heureux d'avoir une femme aimante et 2 petits garçons magnifiques. Donc ça, c'est génial. Mais ouais, je veux être aussi voir comment ils grandissent, les emmener dans les activités sportives ou à côté, faire autre chose à côté, quoi. Je pense que c'est important aussi d'avoir une vie de famille. Surtout que ma femme ne travaille pas sur la ferme. Donc je ne la vois que le soir quand elle rentre du travail, ou le matin avant de partir au travail, ou le week-end. Donc non, je pense que c'est important de passer du temps. La priorité, c'est la famille, et après c'est le travail, quoi. Enfin, je pense que c'est ça qui est important. Oui, à la ferme, vie privée et professionnelle s'entremêlent souvent. Et la famille y prend une place grandissante, heureusement. Éleveurs, cultivateurs, maraîchers, vignerons, arboriculteurs et j'en passe, nous avons des préoccupations communes en tant qu'agriculteurs. Mais rappelons que le côté économique est aussi important. Je pense que l'agriculteur, au fond de lui, tous les agriculteurs ont le sens de la terre et le sens du respect de son sol. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est notre outil de travail, c'est plus que notre capital, c'est notre raison d'être quelque part. Donc je pense que tous les agriculteurs l'ont à l'esprit. C'est vraiment la demande de l'agro-industrie et de la société de consommation qui nous pousse à aller dans ce sens-là. Je ne pense pas que consciemment on ait envie de raccourcir à outrance les rotations, etc. C'est une nécessité économique voulue par le monde qui nous entoure, quoi. Si on reste sur l'exemple de la pomme de terre, on peut considérer que plus de la moitié de l'impact négatif sur l'environnement de la culture de la pomme de terre n'est pas lié à la qualité intrinsèque de la pomme de terre, à son goût, à ses valeurs nutritives, c'est lié juste à sa présentation, c'est-à-dire aux habitudes d'achat du consommateur. Et donc là, on mesure bien l'impact et le rôle qu'a chaque consommateur dans sa façon de consommer. Et effectivement, si demain on peut vendre dans les supermarchés de la patate terreuse et un petit peu galeuse, elle sera toujours aussi bonne si ce n'est meilleure. Et d'un point de vue agricole production, on peut largement réduire son impact environnemental. Et quand tu parles de revenus, c'est parce que ton activité n'est pas qu'une passion ? Non. Alors ça peut paraître bizarre, mais mon activité c'est aussi pour gagner de l'argent. On travaille, enfin je pense que tous les agriculteurs travaillent pour gagner de l'argent, peut-être plus ou moins en fonction de certains, quoi. Non, les gens ont pas, je pense que pour les gens, cette notion de travailler avec des animaux, en fait, c'est assez abstrait en fait. Voilà, les gens travaillent avec du matériel, je sais pas, je veux dire dans une usine avec des palettes, des ordinateurs aussi, hein, des outils, voilà. Mais c'est vrai que les gens ont plus une notion d'animaux de compagnie en fait. Et donc ils se rendent peut-être pas compte qu'on peut aussi travailler avec des animaux pour gagner de l'argent. Voilà, juste pas pour venir faire des caresses le soir ou le matin avant de partir au travail. Et cette notion de gagner de l'argent avec des animaux, eh ben ouais, ça demande une relation avec les animaux qui est complètement différente de son animal de compagnie. Pas qu'on les traite moins bien, hein, mais qu'on sait qu'on le fait aussi pour gagner de l'argent. Oui, la notion de rentabilité est une réalité. Impossible de passer à côté de la réalité du marché, parfois au détriment de notre environnement. Oui, nous nous y conformons, de gré ou de force, et parfois aussi au détriment du consommateur lui-même. Là, c'est la production d'ail de cette année, donc qui a été blanchie. Blanchi, ça veut dire qu'on y a enlevé la première peau et le plateau racinaire. Alors, simplement parce que le consommateur est habitué à acheter de l'ail blanchi et de l'ail joli. Alors qu'un ail brut se conserverait mieux et coûterait moins cher à produire parce que le blanchiment de l'ail coûte entre 50 centimes et 70 centimes du kilo quand même. Vous vous rendez compte? Donc forcément, c'est répercuté au consommateur. Et c'est simplement un épluchage, un nettoyage alors? Un épluchage. Il n'y a pas de produit pour autant quand même? Il n'y a pas de produit du tout. C'est juste faire travailler du monde pour de l'esthétique. Donc ça coûte de l'argent au consommateur au final. Cet ail, on pourrait le payer 70 centimes de moins en grande surface s'il était brut. Et il se conserverait davantage. D'accord. Et ça, c'est pas proposé ou c'est parce que le consommateur n'a pas l'habitude de le voir?
Le consommateur n'est pas habitué, les grossistes et les grandes surfaces sont habitués aussi à proposer un produit nickel. D'accord. Et tu pourrais avoir des prix peut-être inférieurs si on acceptait des calibres, des qualités un petit peu différentes alors? Mais bien sûr, tout à fait. Cette ail, au lieu de blanchir, on pourrait seulement le brosser. Donc c'est-à-dire qu'il y aurait encore quelques racines qui traînent, il y aurait une peau qui serait un peu moins blanche. Mais le brossage, à moi, ça me coûterait 20 centimes du kilo, au lieu de me coûter 70 centimes du kilo. D'accord. Donc il y a 50 centimes d'écart, c'est répercuté de toute façon au consommateur. Et en bio, il n'y a pas de différence de demande ou d'exigence du consommateur ou de la grande surface Dans des petits circuits courts, on arrive à faire filer de l'ail brossé. Mais ce n'est pas sur des gros volumes. D'accord. Donc c'est quand même une attente ou une habitude du consommateur ou de la grande distribution qui a presque imposé ces critères de qualité, quoi. Exactement, et nous on n'a pas le choix. De l'ail qui n'est pas blanchi, on n'arrive pas à le vendre. Et oui, c'est plus de 30% de nos produits qui partent à la poubelle pour des raisons purement esthétiques. En parallèle, la sécurité alimentaire a progressé de façon fulgurante. Mais que dire de ceux qui voudraient nous imposer un retour à l'agriculture de nos grands-parents ? L'agriculture a vu diviser par 10 ses forces actives depuis la Seconde Guerre mondiale, tout en relevant le défi de l'autosuffisance alimentaire de la France. Et l'on voudrait nous retirer les évolutions et la technologie au profit d'une agriculture bucolique ? On n'a plus l'astreinte de la traite matin et soir pendant 1 heure ou 2 à brancher des vaches. Le temps qu'on gagne, en fait, on va plus le passer à surveiller le troupeau. Voilà. Alors ça nous gagne un peu de temps, mais on va surtout on va prendre plus de temps pour regarder les vaches en attention, pour regarder la santé des animaux. Voilà, on va essayer de passer plus de temps au milieu du troupeau que juste à brancher les vaches. Mais c'est vrai que le robot traite, moi, me correspond bien parce que j'adore ça, être voilà, sur les applications pour gérer les robots, pour gérer aussi bien le robot de traite que le robot qui va repousser le fourrage, le robot qui va aspirer la merde des vaches. Voilà, tous ces robots-là, je les gère avec des applications et c'est vrai que ça, comme je suis un peu geek, ça me plaît bien, quoi. Oui, reconnaissons-le, c'est aussi parfois pour répondre à nos attentes personnelles et bien sûr nous aider dans nos tâches quotidiennes. Que d'évolutions technologiques depuis un siècle. En plus de nous alléger la tâche, elle propose des solutions aux défis nouveaux que nous devons relever. Le basique est très sensible au mildiou, donc il y a de la recherche qui se fait dessus. On recherche des variétés tolérantes, voire résistantes. Là, cette année, dans cette parcelle, j'essaye 9 variétés que je ne connais pas. Certaines sont tolérantes au mildiou ou résistantes, certaines pas du tout. Mais après, ça c'est une chose, mais aussi le goût. Il y a certaines variétés qui ont un goût qui ne correspond pas du tout aux attentes du marché. Donc il faut les essayer, les comparer et trouver le juste milieu. Et alors, parce que c'est technique d'être agriculteur et d'essayer de trouver à la fois les attentes du consommateur et de climat, de temps et puis de maladies qu'une production peut avoir. Alors pour être technique, c'est technique, et puis c'est aussi la volonté de faire avancer la science, entre parenthèses, de faire avancer nos productions et de trouver des nouveaux débouchés à long terme avec des cultures qui s'adaptent le mieux aux besoins du marché. D'accord, et donc il y a les contraintes techniques, les contraintes du consommateur, et tout ça c'est à marier, et tu arrives à trouver quand même la bonne solution entre deux. On n'a jamais la bonne solution, mais on essaye de s'y rapprocher le plus possible. Ça prend du temps, mais on sait pourquoi on le fait. Poursuivons avec les réalités de l'agriculture d'aujourd'hui. Voyons avec Jacques si nous sommes aveugles aux évolutions climatiques ou insensibles à notre environnement. Alors j'ai pu voir ici qu'il y avait eu des gros problèmes d'érosion. C'est pas la première année, ça arrive de temps en temps, mais là les phénomènes climatiques ont été quand même hyper impressionnants. Oui. Est-ce que ça c'est quelque chose de visuel qui t'a poussé à réagir ? Oui, voilà. Alors ça fait partie de la prise de conscience, c'est que les précipitations, il y en a toujours eu. C'est pas la première année qu'on a des précipitations comme ça. Par contre, autrefois, l'impact sur les sols n'était pas du tout le même. L'abattance, il y en avait un petit peu, mais c'était gérable. Et l'érosion était quand même plutôt acceptable. Alors effectivement, il n'y a pas que la perte de matière organique, hein. Il y a aussi l'artificialisation de terres agricoles qui a provoqué beaucoup moins de zones d'absorption, moins d'herbage, etc. Donc il y a tout un panel d'explications possibles. Mais la prise de conscience, elle a quand même été là. Et ce qui change un petit peu ces dernières années, c'est que
la pression sociétale, c'est pas quelque chose d'abstrait. Aujourd'hui, nous agriculteurs, on est quelquefois pris à partie par des gens de la société civile, je dirais. T'as eu une anecdote qui t'est arrivée il n'y a pas longtemps. Ouais, voilà, exactement, où j'étais tranquillement avec mon caddie de supermarché et quelqu'un qui savait que j'étais agriculteur m'a dit, bon alors, quand est-ce que vous allez faire quelque chose pour la terre qui coule de vos champs, parce qu'il est dans un village qui est régulièrement inondé. Donc, enfin, plus qu'inondé, c'était déjà le cas avant, mais là qui est noyé sous la boue. Donc cette pression sociétale, elle est réelle et je veux dire, elle doit collectivement nous aider, nous pousser à changer nos façons de faire, quoi. Je veux dire, l'ACS, la première porte d'entrée de l'ACS, ça a souvent été un besoin d'économie de charge. Et je pense que ça a commencé dans des régions plus pénalisées au niveau économique, avec des résultats plus mitigés, et un besoin de se remettre en question et d'écraser ses charges, quoi. Donc ça a commencé par là. Nous, je dirais qu'on est dans un coin un peu béni des dieux au niveau agricole, c'est arrosé régulièrement, on a des limons qui répondent bien. Donc la prise de conscience, elle est venue par le côté environnemental, plus par le côté économique. Érosion, battance, artificialisation des sols sont des réalités. Désolé pour ces termes techniques, mais l'agriculture n'est pas simple. Elle travaille avec du vivant. Face à ces problèmes, voyons comment Gilles met en place de nouvelles pratiques. Appelées agriculture de régénération ou de conservation des sols, on les nomme aussi dans notre jargon ACS. Le principe de l'agriculture de conservation des sols, c'est on ne bouge plus le sol. Donc on ne va plus retourner le sol, essayer de mettre le moins d'outils mécaniques pour bouleverser le sol, parce qu'on sait que dans un sol, c'est les 2 premiers centimètres où il y a quasiment toute la vie du sol. Il y a quelques vers de terre qui redescendent, mais tout ce qui est bactéries, champignons, tout ça, ça se passe vraiment sur ces 2 premiers centimètres de sol, des fois 3. C'est là où il y a toute la richesse du sol. Et chaque fois qu'on remet tout ça en dessous, une bactérie, elle a besoin d'air, elle a besoin de lumière, elle a besoin de tout un tas de choses. Et on a tendance à limiter tout ça. Donc, première chose, on ne fait plus de travail du sol dans l'agriculture de conservation des sols. Deuxième chose, on a un sol toujours couvert. Donc, faut qu'il y ait une culture dessus, ou si entre 2 cultures, on remet un couvert, où on a une culture permanente qui permet de toujours avoir de la couverture. Ou au pire, un petit peu de résidus de récolte pendant quelques semaines, quelques mois. L'objectif, c'est quoi? C'est que quand vous avez un sol qui n'est pas couvert, en plein été, ça devient de la cendre. Pourquoi? Parce que il se dessèche, il n'y a plus rien à manger, entre guillemets, c'est plus vert, c'est plus et ça veut dire aussi que vos vers de terre, toute la vie de votre sol, les bactéries, tout ça, les champignons, ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent, donc ils meurent. Enfin, c'est du vivant, il faut qu'il y ait à manger, et il faut qu'il n'y ait pas trop de chaleur, et il faut qu'il y ait un peu d'humidité, il faut qu'il y ait de l'eau. Et donc tout ça, le seul moyen, c'est d'avoir toujours une couverture permanente des sols. Et le troisième pilier de l'agriculture de conservation des sols, c'est allonger les rotations. C'est ce qu'on a pu parler tout à l'heure, ce qui est très important, parce que plus on va réussir à mettre de nouvelles cultures, de nouvelles choses dans nos sols, plus on va mettre de la diversité dans nos sols, plus on va réussir à favoriser une vie du sol, une vie microbienne, des champignons différents. Donc aujourd'hui, 2 solutions, c'est toujours les 2 mêmes solutions possibles dans notre boîte à outils. Soit du travail du sol, soit des produits chimiques. La chimie a cet intérêt, c'est qu'on peut viser quelque chose et sans abîmer, sans détruire l'écosystème qui s'est fait. En contrepartie, il faut trouver les bons produits qui ne détruisent pas aussi l'écosystème. D'autres formes d'agriculture se développent aussi. Et chacun cherche son chemin selon ses productions, ses aspirations, son environnement et son histoire. Ça faisait un moment parce qu'en fait on voulait revenir à l'essentiel, sans partir dans des excès, mais on voulait revenir un petit peu à l'essentiel, surtout sur l'alimentation de la vigne. On s'apercevait qu'en fait des fois on avait des tendances, on avait des très grosses années en termes de rendement et des années plus basses. On s'est dit peut-être qu'il faut revenir à l'essentiel et faire des années moyennes pour aussi la trésorerie, c'était plus simple. Donc on s'est dit on va revenir un petit peu aux bases. Pour voir un peu comment elle va se comporter. Et effectivement, c'est mieux comporté. Puis après, il y avait certaines techniques qui marchaient de moins en moins bien aussi au niveau de la vigne, comme par exemple le désherbage sur les plantiers. C'est un peu ça aussi qui a été précurseur. Le désherbage sur les plantiers marchait de moins en moins bien et ça coûtait de plus en plus cher. On s'est dit, on va mécaniser ça pour enlever l'herbe. Et puis après, tu sais, d'une fil à une aiguille, t'arrives au bio, quoi.
Grâce à ces évolutions de pratiques, mais aussi à une réglementation de plus en plus stricte, depuis 2017 s'est opérée une diminution d'usage de 97% des produits classés les plus dangereux, dits CMR1. Pourtant, certains produits, loin de cette catégorie, restent emblématiques d'une cause environnementale. Gilles nous explique le rôle du plus décrié de tous dans ces pratiques de conservation des sols. Mais il nous faut un produit qui puisse détruire la totalité de ce qu'il y a à un moment donné pour pouvoir repartir à zéro, pour ressemer une culture, qui ne coûte pas trop cher et qui n'ait pas de rémanence, donc qui soit uniquement foliaire. Aujourd'hui, il n'y avait que le glyphosate qui permettait ça. On n'a pas encore trouvé un autre produit plus naturel, plus meilleur. Voilà. Donc vivement qu'on trouve autre chose si demain il est interdit. Mais moi je me vois mal revenir en arrière et retravailler tous mes sols parce que je vais retrouver tous les problèmes que j'avais avant. Et que tu as réglé avec l'agriculture de conservation. Ouais. Quoi. Et puis deuxièmement, j'ai un problème de rentabilité sur ma ferme, c'est que si j'ai plus le glyphosate, si j'ai plus l'agriculture de conservation, donc le semi-direct sous couvert, il faut qu'avec la même ferme, je sorte de salaire parce qu'on aura deux fois plus de temps de travail. Et donc aujourd'hui, économiquement, ça passe pas. Et oui, encore une fois, la réalité économique nous rattrape. Nourrir la population sans défendre ou accompagner ses sols, ses plantes ou ses animaux est utopique. Même en agriculture biologique, pratique que l'on érige parfois au rang de religion, nous employons aussi des moyens de protection. Donc ça veut dire qu'en bio, tu utilises aussi certains produits pour traiter et te défendre contre la nature qui est paraît-il, toujours gentille, mais pas toujours avec les productions, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors heureusement, on a des produits qui sont que des produits naturels, que des produits préventifs. Et donc on fait au mieux, il faut que ce soit appliqué le mieux possible. Et est-ce que c'est aussi efficace que du produit, j'allais dire, d'origine de synthèse chimique? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est un petit peu comme les humains qui se soignent avec de l'homéopathie. D'accord, donc c'est quand même beaucoup plus difficile de produire comme ça, quoi. C'est ça, on n'a pas les mêmes risques. Et qu'en est-il pour l'élevage? Y a-t-il aussi des évolutions? On a beaucoup évolué, quand je vois les techniques même de mon grand-père ou de mon père, il y a même encore 20 ans, des produits qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui, des doses qu'on va avoir diminuées, voilà. La technologie aussi qui nous aide à être plus performants. Même au niveau des robots de traite, l'utilisation des antibiotiques sur les animaux, on réduit fortement notre utilisation. Déjà parce que ça a un coût, c'est pas gratuit les antibiotiques, mais c'est comme les produits phyto, c'est la même chose, c'est tellement cher aujourd'hui que moins on en utilise, mieux on se porte financièrement. Donc on va avoir un intérêt à être meilleur, à être toujours meilleur pour pouvoir en utiliser moins en fait. Donc forcément, notre usage, il a beaucoup évolué par rapport à nos parents ou à nos grands-parents, ça c'est évident. Un usage qui évolue sans cesse, mais ça ne s'arrête pas là. Il est bien d'affirmer que nous avons une agriculture dynamique et innovante. Mais avons-nous tous pris en moins conscience de la nécessité de progresser? Est-ce que tu as l'impression réellement que dans ton entourage, il y a une réelle prise de conscience des problèmes environnementaux et une envie d'évolution? Ah oui, c'est certain. Honnêtement, les discussions entre collègues agriculteurs ou avec la famille, les amis, etc., qui s'intéressent au monde agricole, je trouve ont vraiment évolué ces 5 dernières années. Au début, on était un peu regardés bizarrement comme les empêcheurs de tourner en rond. Aujourd'hui, les discussions que l'on peut avoir traduisent quand même une réelle prise de conscience du monde agricole. Surtout nous localement avec la météo de l'automne dernier, etc. C'est encore plus flagrant. Enfin, je veux dire, là pour le coup, autant on peut pas cacher nos échecs dans les plaines, autant les gens observent et voient bien que l'eau qui sort de nos champs est propre, qu'on n'a pas de ravines, qu'on n'a pas d'érosion. Donc ça, forcément, ça interpelle. Mais comment se traduit cette prise de conscience? Voyons avec Émilie et Benjamin, eux en agriculture biologique, ce qu'ils pensent des nouvelles certifications comme la haute valeur environnementale ou HVE. Et là, la cave où on est rentré, ils sont en train de passer quasiment la totalité. Là, ils sont en train de faire au fur et à mesure. Ils veulent passer tous les agriculteurs en conventionnel en HVE. Déjà, moi, je trouve que c'est un gros palier parce qu'au final, les règles que disait Benjamin, c'est tout à fait ça. Et puis, il y a aussi toute l'histoire de la biodiversité. Ils en parlent de plus en plus. Ouais. Et je pense qu'après, à un moment donné, il ne faut pas non plus casser du bois sur tous les agriculteurs qui sont en conventionnel parce qu'il y en a qui, heureusement, qui travaillent très, très bien. Il y en a qui font des méthodes qui se rapprochent énormément du bio au final.
Donc je pense qu'il y a un marché pour tout au final. Parce que si tout le monde passait au bio, peut-être on ne parlerait plus du tout de bio, on parlerait tout simplement d'agriculture. Donc je pense qu'il y a un marché pour tout. Il y a des gens qui ne veulent pas du tout entendre parler, d'autres que oui, d'autres qui poussent encore plus loin, qui passent même carrément en biodynamie. Donc là c'est encore un autre palier du bio. Voilà, après je pense qu'il y a un consommateur pour chaque agriculture. Et je pense que c'est ça qui est génial parce qu'au final on a tous une façon de penser différente. Et ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a autant peut-être d'agricultures différentes pour pouvoir satisfaire tous les consommateurs, quoi. Maintenant l'agriculture parfaite, je pense pas qu'elle existe. Honnêtement, je pense qu'on fait de notre mieux avec ce qu'on a et avec ce qu'on arrive à faire aussi. Moi, je suis tout à fait prêt à faire du bio demain si c'est imposé et que c'est la volonté de tout le monde. Mais il va quand même manquer 60 quintaux dans l'assiette du consommateur, quoi. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'on ait un cap, qu'on sache un petit peu où on veut nous emmener. Et du coup, l'agriculture idéale, ça serait un savant mélange de tout ce qui se fait actuellement, de toutes les innovations, que ce soit en agriculture biologique, en agriculture de conservation des sols, en agriculture de précision, d'arriver à trouver un compromis entre ces trois éléments-là. Je pense qu'il y a des super choses à faire, il y a des super innovations dans ces trois domaines-là. Et arriver à trouver un compromis au milieu de tout ça qui satisfasse et les agriculteurs et la société. Oui, l'agriculture n'est pas aussi simple qu'on voudrait parfois le faire croire. De nombreux chemins existent, sinueux et escarpés, et chacun y trace sa route. L'agriculture de précision, utilisant des outils d'aide à la décision et les technologies modernes, nous aide dans ces voies. Mais qu'attendons-nous des évolutions de la technologie ? On aura des sauts technologiques, évident. C'est-à-dire qu'un jour, on aura trouvé de manière de fixer des rhizobiomes sur des graminées. Le jour qu'on aura les rhizobiomes sur les légumineuses aujourd'hui, qu'on puisse les implanter sur d'autres cultures, on sera capable de capter l'azote de l'air. Et ça sera des sauts alors je ne sais pas le pas de temps, mais il est évident qu'on y arrivera à faire ça. Ou alors à avoir des cultures pérennes. Tu parles au lieu de faire des blés à 100 quintaux, avec des semences renouvelées, on aura des semences hybrides. C'est évident ça aussi. Mais aussi du blé peut-être périn qui fera 60 quintaux, qu'on sème tous les 5 ans et qu'on fauche tous les ans. Avec peut-être des cultures intermédiaires qui seront des légumineuses sur une période. Et puis on a plein de choses à faire. On critique souvent des pratiques qui ont permis après-guerre l'autonomie alimentaire de la France. Mais comment progresser sur un déni ? Il faut reconnaître l'action des agriculteurs et agricultrices qui ont fait ces efforts. Ne pas oublier cela au prétexte d'une doctrine écologique bien pensante. L'agriculture change, mais au rythme d'un essai par an, saison après saison. La mesure du temps en agriculture se fait en bail. Un bail a une durée de 9 ans, et c'est bien souvent le temps nécessaire à un profond changement de pratique. Mais nous ne nous cachons pas cependant derrière des éternelles excuses, et prenons-nous aussi en main. Le problème, c'est que l'agriculture est un peu acculée. Elle est obligée de se défendre, de se justifier. Et du coup, ça ne crée pas un climat positif, ça ne donne pas envie aux agriculteurs de s'ouvrir et d'avancer. Après, je pense que le monde agricole a aussi sa part de responsabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les grands enjeux environnementaux, durabilité et économie, on est quand même souvent dans une position de défense. Et je pense qu'il faudrait avoir une position beaucoup plus offensive. Et donc c'est important qu'on présente vraiment, qu'on ait de la transparence dans ce qu'on fait et dans ce qu'on est, quoi, et dans nos pratiques. Et c'est vraiment important de reprendre la main, quoi. Maintenant on dit stop, on arrête que ce soit les autres qui se penchent de façon très sporadique ou juste ponctuellement pendant quelques jours ou quelques heures vont se permettre de faire un papier ou parler d'agriculture. Non, il faut vraiment qu'on reprenne la main et qu'on ouvre nos portes de nos exploitations, quoi. Vis-à-vis du voisinage, est-ce que tu penses qu'ils sont capables de comprendre
Est-ce que tu arrives toi à leur expliquer ton métier en tant qu'agriculteur et le fait de passer aussi avec un tonneau à traiter quoi, avec un produit, ou est-ce que c'est difficile? C'est là qu'il faut prendre du temps, qu'il faut être pédagogue. Les gens ne sont pas bêtes, mais il faut leur expliquer des choses. Enfin, moi, j'ai voulu m'investir au niveau des municipales, c'est pour plusieurs choses. La première, c'est donc déjà que sur l'ensemble des sujets, quand même, qu'on ait toujours un petit peu notre vision et notre sensibilité d'agriculteur. En général, quand on voit un petit peu quelquefois les débats vers où ils vont quand on parle de l'agriculture, c'est bien aussi qu'on soit là. Je pense qu'on est les meilleurs ambassadeurs, c'est quand même nous, pour parler de nous, de ce qu'on fait, de nos pratiques. Et c'est important de ramener un petit peu de la vérité, de la transparence et d'expliquer aux gens. Et en leur montrant un petit peu notre bon sens et qu'il ne faut pas non plus tout remettre en cause, tout croire. Et justement de prendre la parole et d'ouvrir nos portes, je pense que c'est important. Donc c'est pour ça que c'est important de s'engager. Et puis c'est important aussi qu'il y ait du pluralisme, comme c'est important d'avoir des commerçants, des gens d'associations, des gens de l'éducation, de la petite enfance, ou des gens plus du monde de l'entreprise. Et je pense qu'au sein d'une commune, pour qu'il y ait une certaine harmonie, pour qu'il y ait un vrai dialogue social avec l'ensemble de ses administrés, il faut que toutes les strates soient représentées. Et donc moi j'estime que ma corporation mérite tant d'être représentée que d'autres. Oui, il appartient à chacun de nous, agriculteurs, de nous engager et de participer à la valorisation de l'image de notre métier et de nous faire entendre. Il était impossible pour moi de passer à côté de ces messages destinés à nos politiques. On peut se targuer d'avoir une agriculture qui est certainement pas parfaite, mais qui est quand même assez vertueuse par rapport à ce qui peut se pratiquer ailleurs dans le monde. Et il faudrait faire attention de ne pas se tirer une balle dans le pied en la pénalisant, à la fois à travers les contraintes qu'on lui impose, qui sont certainement parfois justifiées parce qu'il y a des efforts à faire sur des matières actives, on est tout à fait d'accord là-dessus, mais voilà, il ne faut pas non plus dans ce cas-là aller sur un marché complètement ouvert où on se fait massacrer à l'export par des produits qui eux n'ont pas toutes ces contraintes-là. Donc gardons à l'esprit que l'autonomie alimentaire est primordiale et qu'il faut à tout prix avoir une agriculture française performante qui remplisse toutes les assiettes. Et j'insiste bien sur toutes les assiettes, parce que le gros risque c'est l'agriculture, la société, l'alimentation à deux vitesses, quoi. C'est ce qu'il faut éviter. Quand on voit qu'on nous interdit les OGM, on peut avoir tout à fait raison, on interdit les OGM, ça je ne le critique pas, mais à ce moment-là, on n'en importe pas. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas les OGM, mais on en mange. On ne veut pas de glyphosate, on risque de nous interdire le glyphosate, mais on va toujours importer des produits glyphosatés et en culture. Donc, il y a un moment donné où, quand on dit n'importons pas l'agriculture qu'on ne veut pas, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si on nous met une règle, eh bien, il faut qu'on l'applique à tout, même à ce qui rentre. Et ça, il faut bien que ça, je crois qu'on n'insiste pas assez là-dessus. C'est-à-dire que si le consommateur ne le veut pas, mais il ne le veut pas très bien, mais il faut quand même l'expliquer. Pourquoi il ne le veut pas, il faut laisser passer les scientifiques, voir si vraiment il y a une réalité ou pas. Mais si vraiment il ne le faut pas, mais il ne le faut pas du tout. Voilà, y compris pour les produits qui rentrent. Seulement en vertu des accords internationaux, ça, on n'a pas de main. Est-ce que tu crois qu'il y a encore de l'avenir pour l'agriculture? Oui, il y en a encore. Et je pense que ça peut repartir beaucoup plus vite qu'on ne le croit. D'accord. Et quels seraient les moyens pour arriver à avoir, une évolution? Quels signes il nous faudrait pour nous redonner peut-être un peu le moral et puis du bon cœur? Déjà avoir de la bienveillance et de l'écoute de la part de nos politiques, être défendu, être aussi, avoir un petit peu toutes les aberrations, les inepties qu'on entend sur nos productions, sur nos façons de travailler. À chaque fois qu'on a un petit peu, une espèce de cellule qui un petit peu à chaque fois contrecarre ou alors quand on a des reportages à charge ou des papiers à charge, et ben qu'on a un droit de réponse et puis d'être très réactif parce qu'en plus dans la vraie vie et dans la réalité, ce qu'on fait c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien et qui a du sens et qui est bon et du respect pour les animaux mais aussi pour le consommateur et pour la terre. Et c'est ça qui nous manque, quoi. C'est vraiment de se structurer, de cette guerre de l'image, vraiment la reprendre et être défendu, quoi, s'organiser, quoi. Et également aussi au niveau politique, qu'on ait vraiment nos élus qui nous soutiennent, quoi.
Oui, c'est bien de soutien dont nous avons besoin pour être fiers de notre agriculture, mais aussi pour qu'elle attire les jeunes, parce qu'il est toujours possible de s'installer de nos jours. Et même lorsqu'on n'est pas issu du milieu agricole comme Gaël. En fait, à la base, la maison de mes parents étant au milieu d'un grand champ qui appartenait à mon oncle, et toujours vu donc, de l'agriculture autour de chez moi, ça a été un déclic dès tout gamin. Je me suis dit, je veux être paysan. Et donc j'ai foncé là-dedans. En études, je ne me suis même pas posé la question, j'ai fait un BEP agroéquipement, un bac pro agroéquipement. Et la suite de mon bac pro, j'ai été salarié agricole chez mon oncle. Et lorsque l'opportunité est arrivée de s'installer, voilà, j'ai saisi l'opportunité tout simplement. D'accord. Et comment elle est arrivée cette opportunité? C'est un voisin? C'est de la chance? C'est les deux. C'est un voisin qui discute au bord de la route et qui dit je vais bientôt prendre la retraite, j'ai pas de suite, ah ben moi ça m'intéresse, ah ben faut qu'on en parle, et puis rapidement les choses se sont faites. Et est-ce qu'ici c'est difficile de trouver des exploitations à reprendre? C'est très difficile, il y a une très forte pression foncière. On a aussi des très grosses exploitations qui ont la main un petit peu sur tout, qui ont des grosses connaissances et qui sont prioritaires pour reprendre des terres. Alors qu'est-ce qui fait que cet agriculteur a voulu te proposer à toi de reprendre sa ferme? Coup de chance, pourtant c'est quelqu'un que je fréquentais pas forcément avant, mais la gentillesse, il avait la volonté d'installer un jeune sur l'exploitation, et voilà, ça s'est fait, ça a coulé de source. Donc ça existe des agriculteurs qui veulent céder à des jeunes qui viennent pas forcément du milieu? Il y en a, c'est cool. Bon, et pour finir, je me suis installé en tant qu'agriculteur il y a 3 ans. Et j'étais pas forcément parti pour être agriculteur tout de suite, j'étais plus parti dans une branche de commerce, dans l'agricole, toujours un peu autour, mais en prévision de m'installer quand mes parents seraient partis en retraite. Et puis on a eu une occasion, je pense qui se représentera jamais et qui est très rare, de reprendre une exploitation dans le village d'à côté avec des terres qui sont collées aux nôtres, avec un adhérent de CUMA. Donc tout était concordant et parfait pour nous. Et donc j'ai pas hésité une seconde. C'était le vendredi à la fin de mes examens. Je finissais mes examens à midi. Et le soir, mon père me demandait si je voulais m'installer ou pas. Donc j'ai pas réfléchi. En 10 minutes, j'avais dit oui et la machine a été lancée. Et tu regrettes d'avoir fait ça? Non, je regrette pas. Je vis. C'est un plaisir tous les jours d'aller bosser. On est en famille. On a une superbe équipe de salariés avec qui on travaille bien et parfois on fait beaucoup d'heures, mais c'est un plaisir de se lever tous les matins. Et c'est pas parfois difficile? C'est pas un métier facile. On travaille dans le froid, dans des conditions. Mais quand on aime, c'est pas dérangeant, quoi. C'est de l'envie, de la motivation, et puis comme on dit, quand on veut, on peut. Donc faut s'en donner les moyens. Et puis puis de toute façon, dans l'avenir, il y aura de plus en plus de départs en retraite. Donc forcément, tous les passionnés qui ont vraiment envie et qui se donnent au travail pour réussir leurs objectifs, leurs rêves, je vois pas pourquoi ils ne pourraient pas réussir. Les jeunes générations ont raison de croire en l'agriculture. Nos métiers sont passionnants, variés, riches de sens et de plus en plus ouverts à un public non issu du milieu agricole. N'hésitez pas, découvrez-les parce que l'agriculture a un grand avenir. On a une énorme richesse dans le monde agricole français, on a plein d'agriculteurs innovants qui veulent avancer, etc. Et donc c'est ça qu'il faut mettre en avant, il faut montrer que le monde agricole bouge, que le monde agricole n'est pas fermé dans des positions uniquement défensives. Et ça, on peut l'expliquer aux gens, le montrer. Moi, je rêve d'avoir des tours de plaine avec tous mes voisins qui sont là. Et je leur montre que voilà, on n'est pas parfait, mais qu'on avance, qu'on n'est pas complètement obtus et que on est conscient des enjeux et de ce qui nous entoure, quoi. Tu crois encore à l'avenir de l'agriculture? Bien sûr. Je crois même plus que ça, plus qu'à l'avenir de l'agriculture. Je pense que l'agriculture, c'est une des solutions. C'est une des solutions pour demain. On parle beaucoup de climat, on parle beaucoup d'écologie. L'agriculture fait partie des solutions. C'est que quand on est en ville, on est salarié, on peut faire des choix de consommation, on peut faire des réductions de pollution, mais c'est tout ce qu'on peut faire. On peut essayer d'avoir moins d'emprise sur la nature, sur le carbone, sur le réchauffement climatique, tout ça. Donc on peut juste faire du moins.
du moins pire. Aujourd'hui, nous, agriculteurs, on fait le contraire, on fait du plus. Et heureusement qu'on est là. C'est que là, mon maïs, il est en train de stocker du carbone. Je suis en agriculture de conservation, donc je ne vais pas rebrûler ce carbone, je vais l'enfouir. Donc concrètement, c'est du CO2 qu'on prélève, les fameux gaz à effet de serre, les problèmes de réchauffement climatique. Nous, on arrive à les capter et on arrive à les retransformer. Aujourd'hui, il n'y a que la partie agricole qui peut être une solution pour l'avenir. Donc, ouais, l'agriculture, elle a de l'avenir, ne serait-ce que pour ça. Et puis, on mangera toujours. Ça paraît important. Ça paraît la base, faut pas l'oublier. Oui, le carbone est un enjeu majeur pour nous. Et surtout pour les générations à venir. Mais c'est loin d'être le seul. L'agriculture regorge de solutions. Pour avancer, les agriculteurs ont besoin de soutien, de compréhension et d'un minimum de reconnaissance. Ouvrons nos fermes. Venez nous rencontrer. Nous pourrons ainsi construire ensemble l'agriculture de demain. Celle, bien sûr, qui continuera à nous nourrir. Mais fera bien plus encore.